Donc on va poursuivre avec Julie, que tout le monde connaît, donc je vais moins la présenter. D'ailleurs, tu m'as pas envoyé ta bio. Donc Julie est doctorante à l'école de travail social de l'Université de Montréal, sous ma supervision. Et je vais la laisser. Donc il travaille sur les femmes vietnamiennes, mais je vais la laisser en dire un peu plus. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, déjà, moi, Anton, Jean-Ming, Winnie, Julie, and Dave. Then, Jojaki, Montreal, Nam Tin Sao. Khi mà em qua một lần ở Nam Tin Lam. Puis, qu'est-ce que je peux dire ici? En fait, j'ai commencé, c'est difficile pour moi en parlant vietnamien. Je parle vietnamien en fait, mais je vais vous expliquer un peu, mais en ce moment, comment ça évoque en moi quand j'en parle. Puis en fait, comme je l'ai nommé, mon nom c'est Julie Tran. Je suis née en fait en 1996 sur Jojagi, communément appelé Montréal. Puis ma mère est arrivée dans les années 95, en fait, d'abord en London, Ontario. Et elle a décidé de migrer en fait tout seul vers la province québécoise, vu que justement c'est un peu difficile pour elle de trouver du travail à ce moment-là. Et en fait, moi j'ai baigné dans l'arrondissement de Ville-Saint-Michel et Parc Extension, qui nous occasion à créer de l'immense immigrants et racisés ici. Mes parents ont travaillé, mais ils continuent toujours à travailler en fait dans l'industrie textile des marchés asiatiques, dans les marchés asiatiques. Puis, quand je présente à l'université, je trouve ça vraiment difficile de parler en vietnamien parce que la langue française a toujours été la langue de socialisation avec tout le groupe quand même dominant. Versus que quand je parle vietnamien, puis je sens quand même je le parle assez bien, en tout cas tu me diras que c'est comment mon vietnamien. Puis en fait, mon vietnamien est vraiment rendu dans de l'intimité surtout. Je parle vietnamien, je comprends le vietnamien, je vais encore au Vietnam, mais c'est surtout une langue que j'échange avec mes parents dans des conversations extrêmement intimes et que pour moi, utiliser cette langue-là de l'intimité dans un espace social où majoritairement j'ai été quand même socialisée en français, je trouve ça quand même très difficile à pouvoir faire ce passage-là. Mais c'est sûr que j'essaie quand même de l'honorer le plus possible à l'intérieur de ce parcours, vu que je suis également une enfant traductrice pour mes parents. Donc, encore aujourd'hui, mes parents sont allophones et je continue à traduire les paperases. Donc, les fameux téléphones pour Bell afin de négocier le contrat d'électricité, aller à la banque pour faire des placements d'ICELI-REER pour mes parents, c'est quelque chose que je faisais quand même depuis l'âge de 6 ans. Et donc, j'ai eu quand même toujours ce rôle-là par rapport avec la langue où je naviguais entre la langue maternelle et le français, donc vraiment le pont entre mes parents. Mais aujourd'hui, ce que je vais vraiment vous partager, c'est davantage parler de mon parcours de doctorat pour mener ma recherche aujourd'hui sur les questions qui m'intéressent et dans une posture féministe. Vu que c'est quand même mes ancrages théoriques aujourd'hui, je m'associe pas mal dans les postures féministes critiques et le féminisme décolonial qui remet en fait vraiment en question toute la conception en fait du féminisme en Occident. Et donc, c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui par rapport à ce sujet-là et toute la question de la réflexivité dans une recherche qui est quand même dans une institution coloniale. Je pense qu'il ne faut pas non plus le nier que l'université est une institution coloniale avec ses propres règles de jeu. Et donc, comment incarner cette posture féministe et coloniale dans une institution coloniale. Il y a quand même beaucoup de contradictions dans tout cela. Puis en fait, lorsque j'ai commencé mon parcours au doctorat, j'avais la conviction de travailler sur l'injonction de la féminité à l'égard des femmes descendantes de parents migrants vietnamiens. Donc, si vous tapez sur Internet doctorat Julie Tran, c'est pas mal ce titre-là qui va ressortir, malgré que mon sujet a changé aujourd'hui. Puis en tant qu'à ce moment-là, bonne militante féministe, penser les violences genrées, donc toutes les violences que dans les familles vietnamiennes pouvaient porter à l'égard des jeunes filles descendantes vietnamiennes serait intrinsèquement une question de recherche
adéquat pour la profession en travail social. Je suis vraiment arrivée dans cet état au doctorat. Et en fait, quand j'avais commencé la recherche, et ça a commencé en 2019, lorsque j'ai entamé mes études à la maîtrise en service social à l'Université d'Ottawa, j'arrivais quand même avec une colère. Puis cette colère-là, c'était une révolte, on se souvient, quand même dans les années 2019, 2020 et 2020 avec la COVID-19. J'étais révoltée face aux injustices ainsi que les violences raciales et genrées à l'égard de celles qui m'appartenaient, dans les femmes d'origine asiatique, et notamment vietnamiennes que je rencontrais en ligne quand on dénonçait justement les questions raciales. Puis il faut se rendre compte que cette colère est nécessaire, car ces sentiments ont transformé nos sociétés dans la quête d'une justice sociale. Plusieurs mouvements militants féministes sont partis d'une colère, donc cette colère est très légitime. Pourtant, cette colère m'aveuglait sur mes propres a priori envers mon sujet de recherche quand j'ai commencé, en fait, j'entamais mes études doctorales. Par contre, comment peut-on participer à la production de connaissances sans alimenter un voyeurisme et l'exploitation des récits traumatiques par les systèmes universitaires? Parce qu'on se rend compte sur la manière comment on problématise nos recherches, comment on approche aussi ces questions-là. Des fois, on va avoir un regard pour essayer de comprendre le traumatisme que les individus peuvent vivre. Mais ce traumatisme-là, même si c'est quelque chose que nous vivons dans la vie de tous les jours, il y a quand même des risques qu'on peut l'exploiter, surtout dans une institution qui se veut coloniale. Donc, en tant que femme racisée, il ne faut pas oublier que souvent on a été assignés à devenir des objets de recherche et donc nos corps sont permanemment renvoyés à une forme d'altérité aussi. Et dans le cadre de cette présentation, je désire partager davantage mes réflexions et mon parcours pour démontrer l'éthique en tant que personne qui fait partie de la communauté du sujet que je m'intéresse en recherche, c'est-à-dire, justement, on parle dans l'étude féministe, des fois on parlait même de la posture insider. Peut-être vous avez déjà entendu sur les théories de positionnement situé. Et donc, particulièrement dans un contexte où les récits personnels des femmes descendantes vietnamiennes au Québec demeurent encore peu connus par le grand public, mais les réflexions consistent à répondre en fait à la question où en suis-je vis-à-vis à mes intérêts de recherche au doctorat. Et donc, sur la question de la réflexivité, comme je vous ai mentionné, la posture d'insider, qui signifie d'être membre du groupe étudié, permet d'avoir une connaissance quand même assez intime des réalités subies. Cette posture de recherche des savoirs influencera intrinsèquement nos approches d'éthique et la manière dont je consolide ma recherche. Et je pense que comme plusieurs chercheuses en études féministes, il est important de reconnaître la production de la connaissance est située. Donc vraiment prendre en compte toute une identité sociale qui va avoir quand même un impact sur la manière comment on va créer cette connaissance-là. Et les perspectives situées proviennent des expériences quand même subjectives face aux oppressions, soit collectives, et en réfléchir pour aussi avoir cette posture politique. Puis le fait que quand on fait partie de cette posture de communauté insider, les théories féministes vont parler qu'on a quand même un avantage cognitif, vu que le fait on vit ces oppressions, ces discriminations, on a quand même les mots pour pouvoir l'expliquer. Par contre, c'est important de ne pas prendre pour acquis que le fait nos savoirs que nous possédons en tant que personne qui fait partie de la communauté veut dire que c'est une vérité en soi. C'est juste que peut-être on peut comprendre certaines nuances et certains enjeux qui peuvent y découler. Par contre, quand on fait partie quand même de cette posture de personne qui est très proche de son sujet de recherche, c'est quelque chose quand même également critiqué en sciences sociales, puis souvent on me disait que j'étais comme trop proche de mon sujet étudié et ça pouvait quand même m'aveugler face à les questions de recherche qui m'intéressaient. Puis je vais vous expliquer un petit peu plus par la suite, au fur et à mesure de cette présentation, bien sûr, toutes mes voies de réflexion que ça a mené à cela. Mais par contre, face avec cette critique qu'on est trop proche à notre sujet, je voulais aussi ramener que cette fameuse citation de l'afroféministe Bell Hooks, si certains d'entre vous la connaissent, elle explique que quand notre expérience vécue de l'actorisation est fondamentalement liée à des processus d'auto-guérison, de libération collective, il n'existe pas de fossé entre la théorie et la pratique. Et donc, maintenir une distanciation objective, comme m'a quand même demandé plusieurs fois durant mon parcours de la recherche, pour avoir cette forme de neutralité par rapport à ma propre communauté, telle que proclamée justement dans les recherches en Occident,
je me questionnais beaucoup, est-ce que c'est même possible ou voire souhaitable? Je pense que, il faut quand même trouver une manière de ne pas se projeter à l'intérieur, mais comment y réfléchir pour pouvoir ramener justement à cette forme de réflexivité dite objective face à la recherche. Et donc, pour ce faire, je me suis beaucoup intéressée aux écrits décoloniales des chercheuses autochtones qui mènent des recherches aussi dans ces postures pour essayer de réfléchir comment les récits, les transmissions aussi au sein de la famille, de nos histoires, vont avoir un impact justement sur la manière comment on veut concevoir la science. Et donc, en reprenant justement la pensée de la chercheuse Anishinaabe Lynn Guel, elle propose d'avoir une réflexivité anticoloniale pour avoir justement une meilleure compréhension de notre histoire et nos cultures en fait ancestrales. Et puis ce processus implique de se relier au passé colonial en retraçant sa propre généalogie tout en s'engageant dans un travail critique visant à se décoloniser et à se resocialiser dans le présent colonial, le présent en fait terre coloniale. Et par rapport avec cette réflexivité, la chercheuse justement Jennifer Matsunaga propose la réflexivité anticoloniale qui est décrite comme un long processus d'examen de nos généalogies, non pas simplement pour localiser les noms de nos ancêtres dans un arbre généalogique, mais pour tenter de comprendre de manière critique les modes sociopolitiques dans lesquels ils ont vécu, afin de retracer notre lignée par rapport à la colonisation. Et donc, par rapport à cela, quand j'ai lu la première fois, en tout cas sur la réflexivité anticoloniale, c'est sûr que pour moi, ça faisait du sens de se déconstruire, puisqu'on est quand même dans une terre non cédée autochtone. Mais comment le faire, c'est quand même un autre enjeu. Comment pouvoir s'agripper à cela. Puis pour pouvoir trouver une forme de réponse, je me suis inscrite au projet de collectif Superboat People qui sont présents aujourd'hui. Il y a Eva, Rémi et Marie-Ève présents. Il y a aussi Mayotte qui fait partie de la communauté et Elisabeth également qui est rattachée au collectif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir les poser à la fin de cette présentation. Puis en fait, je participe à leur projet qui s'appelle Ce qui nous traverse, en tant que la deuxième cohorte, pour pouvoir explorer justement la trajectoire de vie de ma mère, et ça en inspirant de la méthodologie de l'histoire orale, qui permet en fait de pouvoir reconstruire une histoire au-delà de l'histoire en grand H, c'est qu'on va parler de la guerre au Vietnam ou justement de l'immigration des personnes vietnamiennes qui ont quitté le Vietnam, mais pouvoir également de vraiment recueillir ces formes de déclarations que ma mère a vécues, elle en fait qui n'est pas partie durant les vagues d'exilés durant la guerre, mais vraiment qui a vécu le après-guerre au Vietnam dans des situations d'extrême de pauvreté. Mais cette conversation-là, je ne l'avais pas eue avec ma mère pour comprendre aussi ses expériences. En fait, quand j'avais approché mon projet de thèse, j'étais beaucoup dans une critique que ma mère était une femme sévère, qui m'imposait beaucoup des normes, en fait, d'injonction, comment je devais me comporter en tant que femme. Puis face à ce vécu, justement, ce regard-là, c'était quand même un regard d'un point de vue d'une petite fille occidentale. Le fait que je pouvais critiquer sur la manière comment elle voulait me transmettre ses savoirs à elle en venant du Vietnam à ce moment-là. Et pour moi, aujourd'hui, ayant avec un pas de recul quand même 1 an plus tard, face avec mon sujet de recherche, et également en faisant les ateliers, puis avoir une conversation avec elle pour comprendre son trajectoire de vie, et en fait, ce regard de cette petite fille occidentale peut représenter une forme de colonisation blanche en français qu'on appelle le white settlerhood, vis-à-vis justement à ma mère. Parce que souvent, dans un point de vue, surtout dans la manière comment le féministe au Québec est amené, c'est un féministe libéral, et souvent on va concevoir une forme de féminité qui se veut émancipatrice, agentive de sa vie, mais comment pouvoir trouver cette agentivité dans une posture où on vit également des oppressions puis des formes aussi d'injonction, en tout cas au sein de la famille. Fait que tout ça me questionnait énormément, mais c'est sûr que ce regard que je pouvais porter envers elle, en tout cas aussi de cette socialisation d'une féminité blanche que
j'ai pu me baigner dans mon éducation et dans le milieu militant, et ça pouvait justement avoir quand même un regard dévastatrice envers ce qu'elle essayait de m'enseigner à ce moment-là. Et donc, justement, en faisant les ateliers et en faisant aussi des journaux réflexifs, ça me permettait de me rendre compte que pour rompre en fait avec cette manière comment de concevoir cette recherche ou ce sujet-là, que ça venait vraiment me chercher. Et je commençais à prendre conscience que justement mes critiques envers elle, c'était la colère, cette colère-là que je vous parlais en arrivant dans mon processus de recherche. Et cela, ça amène à tout se questionner sur la question de la réflexivité émotionnelle. Donc, ça commence souvent, en tout cas en Occident, avec la recherche, souvent on essaie de se déconnecter entre la question de l'esprit, corps et âme. Mais comment, en tout cas, se ramener, relier tous ces composants et le reconnaître que ces réactions émotionnelles semblent aller dans la recherche, mais il faut faire attention aussi pour pas de comment ça peut commettre des torts à l'intérieur. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte que en tout cas, comment vraiment cette blanchité-là pouvait aussi s'incarner dans cette partie de ma posture, en tout cas en tant que chercheuse doctorale. Puis ne pas oublier que mes parents qui sont encore dans une situation de classe ouvrière aujourd'hui. Donc, je change quand même l'enjeu de classe sociale par comparé à eux. Et donc, ma lecture du monde peut aussi changer face à cela. Et donc, moi, d'agir dans cette démarche de récit de soi dans une perspective anticoloniale, c'est détourner le regard vers l'intime, non pas pour s'y réfugier, mais pour dévoiler les inscriptions du pouvoir colonial à l'intérieur. Et donc, justement, quand on fait un récit de soi, c'est pas nécessairement un exercice personnel, mais ça devient également politique. Lorsque, justement, on sombre dans une généalogie qui interroge les héritages et silences transmis à travers les générations. Et justement, dans cette démarche qu'on ouvre un espace de guérison, mais aussi de lucidité, c'est en nous informant sur les réalités vécues par nos ancêtres et ne pas seulement apprendre à lire nos histoires familiales à travers le trame du colonialisme. Et dans mon cas, je le vois vraiment de prendre conscience comment le colonialisme et l'impérialisme au Vietnam a marqué l'histoire familiale en tant que personnes colonisées, mais leur migration sur une terre non cédée va changer notre posture aussi de colons. Donc, comment aussi ce colonialisme de peuplement envers les personnes autochtones, puis aujourd'hui, avec toute la situation à Gaza, en Palestine également, ça va traverser, en tout cas dans mon histoire de vie. Et donc, mon application aux ateliers jusqu'à présent me permet de faire ce travail généalogique pour produire des contre-mémoires en dévoilant les récits dominants intériorisés, et cela permet aussi de dresser ce que la chercheuse Anisha Bekwe-Katie Absalon conceptualise le coma colonial. Et je trouve que c'est quand même assez puissant, quand on parle de coma colonial, c'est toute cette anesthésie historique qui est imposée par les structures coloniales qui effacent nos filiations, nos douleurs et nos responsabilités. Et donc, cet oubli, ce n'est pas considéré comme quelque chose d'accidentel, mais vraiment structurel. Et donc, explorer son histoire familiale, c'est aussi de reconnaître que le colonialisme n'est pas seulement externe dans une question de l'État, l'institution et le système, mais qu'il habite aussi au sein de nos lignées, nos valeurs héritées, nos silences complices vis-à-vis des diverses formes de colonialisme. Et réduire la distance entre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se produit aujourd'hui, tout en tournant le miroir envers soi-même, permet également de résister à cette tentation du voyeurisme académique dans le domaine du travail social, où que je m'inscris, en tout cas dans ma thèse. Et donc, comment on analyse l'autre sans se tourner sur soi-même. Et cette réflexivité exige que nous devons repersonnaliser plutôt que de continuer à dépersonnaliser le passé, le présent du colonialisme, un retour au jeu non par individualisme, mais conscient de ses ancrages historiques. Et enfin, pour ma troisième, justement, posture de réflexion, c'est tout comment refuser pour mieux se réaligner. Donc, ici, par rapport avec la recherche, je réfléchis à une posture de refus dans le cadre justement de certaines recherches en particulier, lorsqu'elles risquent de reproduire des dynamiques coloniales et d'extraction. Comme je vous ai dit, la manière comment je posais un regard qui est l'attitude occidentale envers ma mère, si je continuais à justement écrire dessus, ne suis-je pas en train en fait de nourrir toutes ces balises-là sur la manière comment on va déshumaniser les mères vietnamiennes ou la famille vietnamienne.
Et donc, pour moi, en m'inspirant justement, ce que les autoristes autochtones parlent de cette forme de Indigenous of Epistemology of Refusal, donc tout cet aspect de refuser, de prendre conscience en fait que dans les actes de résistance dans le monde académique, c'est aussi de pouvoir refuser à écrire sur certains sujets et que des fois, la voie de la recherche n'est pas nécessairement la voie à entreprendre. Et que d'autres voies, par exemple via l'art, peut être des manières pour dénoncer les violences dans nos communautés, mais sans nécessairement nourrir en tout cas cette industrie coloniale qui est la recherche. Mais aussi de pouvoir en fait entre nous se défaire de ce coma colonial pour pouvoir vraiment entrevoir une autre vision du monde qui est non heureux occidentalisé. Et pour développer une conscience et une posture anticoloniale, il est nécessaire quand même de faire un réel travail de décolonisation de notre esprit, et cela implique un processus critique visant à déconstruire le colonialisme intériorisé et donc à déstabiliser les consciences erronées et préconceptions qui en découlent. Et ce travail passe notamment par l'ouverture de d'autres visions du monde qui sont autant marginalisées ou occultées par les cadres dominants. Et cette pratique décoloniale est un processus, un parcours exigeant qui demande vigilance, rigueur et engagement constant, car le colonialisme est partout et se modifie et se transforme également. Et l'une des concrètes manières de mettre cette pratique consiste à adopter le refus comme moyen de contestation à l'égard de l'agenda colonial de recherche. Et dans cette optique, le refus peut se traduire par la non-publication de données, comme je vous ai dit, puis trouver d'autres voies de passage pour légitimer en fait ces récits. Et ce refus constitue un acte éthique et politique, une manière de reprendre le contrôle sur nos narratifs, de rompre avec les logiques extractivistes et de restaurer l'autonomie des voix concernées. Et comme propose Nathalie Clark, il s'agit de cultiver une théorie née de la reconnaissance du rejet de la résistance et des expériences vécues ordinaires, et s'engager dans un questionnement de la théorie comme la pratique à partir des exercices vécus, ceux de notre corps, de nos communautés, de nos exclusions, de nos rêves, de nos privilèges et de nos résistances. Et j'ajouterai également celle des émotions, car souvent les émotions sont oubliées dans la manière comment on entrevoit la recherche. Puis pour en fait conclure cette réflexion, dans une perspective féministe décoloniale, en recherche, je pense que c'est important d'impliquer aussi de revisiter notre rapport au féminisme lui-même. Donc, par exemple, Nathalie Clark nous invite à réfléchir à la manière dont le féminisme nous a choisis bien avant que nous le revendiquons. Et pour ma part, le féminisme ne s'est pas présenté lorsque j'ai commencé à travailler la première fois dans les milieux féministes. Par exemple, j'ai travaillé dans des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Je continue toujours à travailler auprès des personnes survivantes et victimes de violences à caractère sexuel. Mais le féminisme est arrivé par ma mère qui me disait « Mimi, sache que tu peux avoir un mari, mais rien ne garantit qu'il restera à tes côtés. Mieux qu'encore, banca, donc ça veut dire que, en fait, si tu mets ton énergie à t'éduquer, à avoir tes diplômes, au futur, tu ne vivras pas dans une souffrance. Et cet apprentissage est celle que ma mère pouvait me transmettre pour échapper à la pauvreté qu'elle a goûtée durant son temps d'enfance et toutes les violences en fait coloniales qu'elle a pu vécu dans sa trajectoire de migration. Et donc, inviter à se raconter, à recontextualiser la politique de nos trajectoires féministes s'inscrit pleinement dans une logique de refus, refuser les récits dominants pour mieux faire émerger ceux qui nous habitent, nous transforment et nous relient. Et à la manière de ce processus réflexif au lendemain des diverses narratifs de la guerre aux différents noms, ceux qu'en Occident, on parle quand même de la guerre du Vietnam et qu'au pays d'origine, on parle de la guerre américaine, la guerre de réunification, la journée en fait de réunification ou la guerre de résistance contre le communisme ou contre les Américains. Résister et persévérer n'est pas quelque chose quand même de facile. Cependant, les savoirs de ma lignée de femmes me rappellent que nous devons garder de l'espoir car c'est qui nous énergise. Et l'espoir en tant que forme éthique de pédagogie et de recherche affronte et remet en question le cynisme, cette croyance que le changement est impossible ou trop coûteux, particulièrement dans notre contexte sociopolitique actuel. Et pour conclure, dans ce processus, je vais finir avec les belles, en tout cas ces beaux paroles de Szyszała-Tremskiej, qui parle que l'espoir naît de la rage et mène à l'amour. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette rage-là que je suis arrivée il y a 3 ans quand même, aujourd'hui se remène à re-questionner comment je peux vraiment renourrir cet amour-là que
les femmes de ma lignée ont pu me partager, sans nécessairement que je puisse comprendre nécessairement en étant plus jeune dû à cette forme de socialisation coloniale que j'ai reçue, mais comment cet amour peut être amené, en tout cas, dans mon projet de recherche, dans la manière comment je mène la recherche, pour trouver une forme de guérison intergénérationnelle entre nous aussi. Parce que oui, si on travaille avec cette rage-là et qu'on dénonce les violences qu'on vit dans la communauté, quelle est aussi la suite des choses? Et je trouve que, en tout cas, une manière de pouvoir réfléchir à cette forme de futur, c'est par un amour de soi, mais aussi de nos familles, notre famille et pour notre communauté. Donc, ne pas oublier pourquoi à la fin on mène ces recherches-là, puis qu'est-ce qu'on veut que ça transcende dans nos communautés. C'est un peu une réflexion que j'ai jusqu'à présent. Moi, je vous remercie quand même de m'avoir écouté par rapport avec tout ce, entre la théorie, la posture aujourd'hui que je mène. C'est pas autant fluide comme ce que tu un peu nous amener, mais un jour, je vais m'y rendre. Peu à peu. Et merci beaucoup.